Bonsoir Xavier Hanoët. Bonsoir. Alors, je me suis dit que si je devais écrire le petit itinéraire d'un écrivain belge, eh bien je pense que je commencerais par dire que vous êtes germaniste, que vous avez traduit des auteurs flamands, néerlandais, que vous vous êtes surtout intéressé à l'œuvre du poète Wilfrid Owen. Fred. Bon, Non, c'est très méchant. oui, il me semble, hein. Mais c'est généralement parce que je fréquente beaucoup de Français qui ont une tendance à franciser ce pauvre Wilfred. On va l'appeler Wilfred comme ça. Oui, c'est plus simple. Il est mort en 1918 sur le front de la Somme et c'est peut-être pour ça que vous semblez être très intéressé par la guerre 14-18 dans vos écrits. Il me semble, en tout cas. En tout cas, moi, le premier livre que j'ai lu de vous, on reviendra après à la guerre 14-18, c'était Manière noire. Et il me semble que j'ai entendu dire que le policier qui menait l'enquête, c'était votre alter ego. D'une certaine manière. Je parle souvent du principe que Barthélemy Dussert, donc, qui est apparu dans 3 romans et au moins une nouvelle, c'est un peu une sorte de biographie alternative de ce que je puis être. En fait, c'est un petit peu comme si nos vies avaient divergé à partir d'un certain point. Lui, il est entré dans la PJ, moi j'ai suivi un autre chemin. Donc c'est un petit peu ça l'idée de base quand je dis que Barthélemy Dussert est mon double. Donc il y a eu un petit jeu qui s'est instauré, y compris au niveau de l'édition. Par exemple, quand la première traduction des poèmes de Wilfred Owen est sortie en français au Castor Astral, bon, j'ai tenu à ce que le traducteur soit Barthélemy Dussert. Bon, j'ai fait préciser quand même avec la collaboration de Xavier Hanoët. Mais c'est un petit jeu qui est absolument plaisant, puisque maintenant je suis certain, par exemple, qu'à la Bibliothèque nationale en France, il y a une entrée Barthélemy Dussert. Donc il existe quelque part. Vous lui avez donné une vie. Voilà. Et il y avait une envie d'entrer à la police judiciaire de votre côté ou non? Oh, peut-être bien. En tout cas, tant que la police judiciaire existait dans sa structure ancienne, oui, ça aurait pu m'intéresser, sûrement. Parce qu'en fait, c'était un corps de police qui accueillait surtout des universitaires, justement, et qui ne dépendait absolument pas du ministère de l'Intérieur. Donc il y avait quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Mais malheureusement, évidemment, depuis la réforme des polices, ça a changé. Alors, votre actualité, on va dire que c'est Derrière la colline, qui est en fait une drôle d'actualité puisque c'est une réédition. Et moi j'ai remarqué que, bon, il y a la préface de Philippe Claudel, mais il y a surtout une petite partie qui a été supprimée. Tout à fait. Pourquoi? En fait, ce sont des annexes. Je crois qu'à l'époque, un certain lectorat était tellement habitué. Enfin, j'avais écrit 2 romans qui pouvaient passer pour une espèce de saga commençante. Et donc, certains de mes lecteurs assez fans, je me disais que ce serait peut-être difficile pour eux de quitter complètement cette espèce de début de série. Et donc, je voulais trouver un moyen de relier ce roman qui n'avait absolument rien à voir avec, normalement en tout cas, avec le monde de Barthélemy Dussert, en le faisant d'abord intervenir comme traducteur, ça il y est toujours, puisque les petits extraits sont normalement traduits par lui. Mais j'avais rajouté effectivement des annexes qui rattachaient le livre à ce petit univers-là. Bon, maintenant, il est clair que Barthélemy Dussert est revenu, il n'est plus nécessaire de rassurer ses mêmes lecteurs, et moi-même d'ailleurs. Donc les petites annexes ont disparu, sans à mon avis altérer en quoi que ce soit la teneur du livre, et certainement pas le fait que ce soit compréhensible ou que l'intrigue soit bien comprise par le lecteur. Donc c'était à mon avis un allègement qui était bienvenu. Alors moi j'ai remarqué que souvent dans vos romans aussi, on a 2 récits qui se mêlent. Si pas 3, oui, effectivement. Et vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais bon, si j'essaie de faire une psychanalyse de mon texte, peut-être que pour moi il est très important qu'un roman soit vivant. Or la vie, par nature, c'est foisonnant. Il n'empêche que il n'y a pas de littérature sans structure. Donc je pense que je traduis cette envie de foisonnement par la création de plans de narration divers qui se rejoignent la plupart du temps, parfois pas, mais en tout cas qui moi si pas nécessaires, en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Alors parfois le foisonnement est trompeur.
Dans Derrière la colline, on ne va peut-être pas dire pourquoi, mais le foisonnement est trompeur. On croirait qu'il y a 2 narrateurs, mais il y en a peut-être moins. Donc vous voyez, pour moi c'est assez important pour que je sente véritablement que le livre prenne son autonomie. Après Derrière la colline, il y aura d'autres. Ah oui, non, après D'autres Derrière la colline, il y en a déjà eu d'autres, D'autres, mais oui. bon, je suis en train d'écrire effectivement je ne sais quantième roman, parce que je ne les compte pas, mais si en tout cas j'arrive à le terminer dans l'année, la publication sera pour l'année prochaine. Un tout petit dévoilement du sujet ou pas du tout? Le C'est- titre, on n'est en pas tout cas, le obligé. titre, ça s'appellera Du vent. Bien. Voilà. Est-ce que la littérature Bon. est du vent? Est-ce que l'histoire c'est du vent? Est-ce que le pouvoir c'est du vent? Ça tournera peut-être un petit peu autour de ces questions-là. Alors, en fait, vous êtes ici dans le stand des bibliothèques publiques. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec les bibliothèques? Curieusement, assez peu. Et c'est d'autant plus amusant que j'ai un diplôme de documentaliste bibliothécaire. Mais mon amour du livre est tel que la bibliothèque pour moi est un endroit que j'apprécie mais qui est quand même un petit peu frustrant. Parce qu'évidemment, il faut rendre les livres. Et donc, pour moi, ça a toujours été un petit déchirement, ou alors je me retrouvais à aller acheter les bouquins après. Mais oui, bon, j'ai dû fréquenter les bibliothèques, notamment pendant mes études, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas acheter tous les bouquins dont on a besoin. Mais en tout cas, ce sont des lieux plaisants, puis ce sont des lieux habités par les livres. Donc, moi, ça ne peut que me plaire. Alors, vous imaginez la bibliothèque idéale comment? Ah, Vous avez carte blanche. sans Hein. doute pas comme celle de Borges, mais probablement une bibliothèque au moins de ce volume-là, et probablement en libre accès. Mais ça, c'est très optimiste, voire utopiste, parce que je sais très bien que malheureusement le lecteur idéal n'existe pas, et que le respect pour les livres n'est sans doute plus ce qu'il était. Bon, alors, moi je vais maintenant lire un petit extrait, mais avant de lire, je vais vous demander de nous situer un peu l'extrait. Eh bien, là, on est dans Derrière la colline un petit peu. Vous savez, Derrière la colline, c'est amusant d'ailleurs. C'est une colline à 2 versants et je dirais qu'on atteint tout doucement le sommet avant de redescendre. Bon, il faut savoir que c'est un livre qui effectivement se passe a priori durant la Première Guerre mondiale, mais qui ne s'interdit pas de pénétrer à un certain moment dans un monde un petit peu fantastique. Bon, dont le symbolisme n'est pas gratuit. Et donc là, on se retrouve avec le personnage principal, donc qui est le soldat anglais qui s'appelle Nigel Parsons, qui se réveille au milieu des lignes et aperçoit au loin une sorte de monument qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vu auparavant. Bon, Et c'est la nuit. alors, au moment de franchir la haie, le bracelet de ma plaque d'identité accrocha quelque chose. La première frayeur passée, je discernais dans la pénombre un long trait, fin et luisant, du fil barbelé. Mais ici, rien de commun avec les réseaux denses que les corvées plantaient en avant des lignes. Non, c'était une clôture toute simple, plus propre à garder les vaches qu'à intimider n'importe quel assaillant, pourvu ou non de pince. Impatient de dégager mon bras gauche, je tirais, un peu trop fort. Le bracelet cassa net. Heureusement, la plaque n'était pas tombée dans les ronces. Je la ramassai, l'empochai avec le paquet de lettres. Avant de me hasarder hors du bois, je sortis la baïonnette de son fourreau, la plantai en terre, l'en retirai. Ainsi, aucun reflet ne me trahirait. Et la fixai au canon de mon fusil. J'écartai les fils, me glissai entre 2 troènes. Je ne m'étais pas trompée. Derrière la haie s'ouvrait un large espace qui faisait au ciel la part belle. Le vent y courait entre des alignements réguliers de pierres blanches. Alors, brutalement, se dévoila un paysage devant lequel je cessais d'être un homme. Je cessais d'être l'homme que j'avais été. La peur que j'aurais dû éprouver mourut avant de naître. Je quittai l'ombre où je me tenais encore, m'avançai lentement sur l'allée qui, entre les pierres, menait tout droit au monstre. Le mot s'était imposé à moi avec l'évidence d'une révélation. Il me semblait que je venais de l'inventer là sous les étoiles par cette nuit magique d'après l'horreur du jour. Le monstre. Ainsi, en une langue forcément inadéquate,
Tentais-je en vain de traduire la démesure, la folie d'une telle construction. Dans ce qui me restait de conscience et de souvenirs, j'évoquais pêle-même Babylone, Babel, le pandémonium de Milton, les visions de Saint Jean ou quelques toiles outrancières de John Martin. Comparaison indigente parce que livresque, nulle au regard de l'arche gigantesque, mais bien réelle qui se dressait face à moi. La tour quadrangulaire dont le halo nimbait le sommet reposait sur 2 pylônes colossaux, eux-mêmes percés d'arches plus petites qui allaient décroissant selon un plan régulier jusqu'à former des portes dans les soubassements de l'édifice. De part et d'autre d'un parvis surélevé, 2 escaliers donnaient accès à une esplanade. Sous l'arc principal et sa voûte à caissons, de vastes degrés menaient à un autel sur lequel brûlait un feu. Les flammes chassaient sur les murailles des ombres veloutées. Leur lumière dansait sous les arches, tantôt creusant l'obscurité, tantôt sculptant les détails d'une architecture solennelle, pharaonique. En haut des piliers, je distinguais une floraison grise de couronnes votives, des alternances rythmiques de briques et de pierres en bandeaux. J'approchais. J'avais baissé mon fusil. Ma baïonnette frôlait la pelouse rase qui courait entre les cibles de chaque côté de l'allée. J'arrivais au pied du monument. À présent, le mur de la terrasse dérobait les flammes du brasier, dont l'éclat ou la chaleur faisait trembler la pénombre des travées. Debout, sur le parapet, un homme. Un homme se tenait immobile, minuscule vigie posée là, comme un acrotère sur une balustrade. Peut-être n'était-ce qu'une statue. J'étais trop loin, j'avançais encore. En moi, la fascination gommait tout sentiment. Je n'étais plus qu'une paire-dieu. Sous l'immense voûte principale, les couronnes de laurier encadraient des échappées vers d'autres voûtes plus basses, d'autres passages sombres ouverts sur la nuit et les crins du ciel. J'avais monté la rampe gazonnée. Plus écrasant que jamais, le monstre se dressait devant moi. Ses étages allaient se dissoudre dans les ténèbres. Je déposai mon fusil, tendis la main et caressai un grand panneau de pierres rugueuses enchâssées dans le mur de briques. Mes doigts reconnurent une surface plane gravée de petites lettres. L'escalier à double révolution m'invitait à poursuivre mon exploration. Je gravis les degrés. D'un pas lent. Parvenu sur la terrasse, je vis enfin l'homme, toujours immobile. Il regardait vers l'ouest, où s'étendait un paysage moucheté de points lumineux orange et blanc. Un silence de cimetière emplissait la vallée de bord en bord. Ici, au sommet de la colline, on n'entendait que les plaintes du vent entre les piliers et les doux crépitements de bois dans le brasier. Assises autour du feu, d'autres silhouettes se réchauffaient, indifférentes à mon arrivée. Leur uniforme était maculé de boue. Je mis mon fusil à la bretelle. « Te voilà enfin !» Cette voix, calme, hélas, je m'étais arrêtée. « Je t'attendais !» L'homme n'avait pas bougé, il était nu-tête. La brise nocturne agitait une mèche de ses cheveux, avivait les flammes du brasier derrière nous. Son profil émergeait de l'ombre, et je le reconnus. Il ne souriait pas. Il avait porté une main à son front, l'autre reposait sur la boucle de son ceinturon. « William !» Je fis un pas vers lui. « William, c'est toi ?» Alors lentement, il se tourna vers moi. Pourquoi ne courais-je pas à sa rencontre? À cause de ce regard profond, où joie et tristesse semblaient intimement mêlées? À cause de cette main tendue, si claire, si lumineuse? J'ai cru que tu ne viendrais plus. Le feu de branches mortes brûlait sur une sorte d'autel. Les hommes se serraient autour, silencieux, impassibles et lointains. « William, où sommes-nous » Ses yeux brillèrent. Un sourire éclaira son regard. « Je suis contente que tu sois là, Nikki. » Nous nous embrassâmes. Mon bonheur n'était pas fin. Pourtant, au même moment, le soupçon se faisait jour en moi que cet édifice ne figurait sur aucune carte et qu'il en avait toujours été ainsi. Avez-vous envie de rajouter quelque chose?
Donc, vous savez, je crois que quand la littérature atteint son but, il n'y a plus rien à rajouter. Donc, bon, voilà. Enfin, pour moi, là, je crois que le but était atteint. Je pense aussi. En tout cas, un grand merci. Je vous en prie. Et bonne fin de foire du livre alors. Merci. À Vous tout aussi. bientôt. Au revoir.